LCI Midi Week-end se poursuit avec l'actualité à l'international et notamment ce qu'il se déroule en Ukraine. Bonjour à vous, Masha Kondokava. Merci d'être avec nous en ce samedi, réalisatrice ukrainienne du documentaire notamment I Know Wars. On en reparlera aussi ensemble de cette situation des civils aussi ukrainiens qui vivent au quotidien cette guerre depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Général François Jovency, merci d'être avec nous. On va parler aussi précisément de cette percée russe ici dans le Donbass. Louis Duclos, analyste géopolitique, merci d'être avec nous ce samedi. Et puis enfin Ulrich Bouna, analyste géopolitique Europe centrale, chercheur associé chez Open Diplomacy, auteur notamment de la guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective! On est en plein dedans. Revenons sur ces images, notamment avec vous, Général Jovency. Qu'en est-il aujourd'hui de cette avancée russe dans le Donbass? On voit qu'au fur et à mesure des jours et des heures, des localités tombent. C'est une réalité, très clairement sur le terrain. C'est l'effort majeur de l'offensive russe qui s'est engagée déjà il y a plusieurs mois. Mais c'est une progression lente, comme on le vit pendant toute cette guerre. C'est des progressions, je dirais, au kilomètre, peut-être 2-3 kilomètres. Ensuite, il y a l'acharnement de part et d'autre. Il y a une résistance ukrainienne qui est très forte, même s'il y a des villages qui sont pris. D'ailleurs, même la notion de village, aujourd'hui, je me demande si ça a encore du sens, dans la mesure où, de toute façon, les villages, dès qu'ils sont occupés par l'un des camps, est forcément détruit. Et les civils sont en grande partie partis. Voilà, donc la réalité, elle est là. Donc il y a une vraie poussée. Enfin, la poussée... Progression lente, mais malgré tout, ces derniers jours, on a vu une accélération avec, pour but ultime, Pokrovsk, qui pourrait être une prise de guerre majeure, un nœud. Oui, vous avez raison, mais ça ne veut pas dire que ça va plus vite. En fait, parce que les uns les autres se battent. Et il n'y a pas de percée magistrale, comme on aurait pu voir dans d'autres guerres, où avec une percée, on fait 30 km d'affilée. Non, ça ne se fait pas. C'est un combat mètre par mètre, même kilomètre par kilomètre. Mais il y a une progression réelle. D'ailleurs, à partir de l'Est vers l'Ouest, vers Pokrovsk, donc les troupes russes sont environ à 10 km, en gros, ce qui veut dire que Pokrovsk est à portée de canon. Ensuite, il y a une poussée vers le nord, au nord de Pokrovsk, à quelques kilomètres, pour peut-être couper les voies aussi de ravitaillement en troupes et en munitions. Et puis, il y a aussi une poussée vers le sud de Pokrovsk, aussi à quelques kilomètres. Donc, effectivement, il y a cette poussée réelle, mais je persiste ici en disant qu'elle est lente par rapport à la réalité de la guerre. J'aimerais qu'on s'arrête ensemble avec vous, notamment Louis Duclos, de votre spécialité d'analyste de géopolitique, des propos d'un homme qui compte, Ben Hodges, ancien commandant de l'armée américaine en Europe, des mots qui comptent et une voix qui compte, qui dit et qui déclare que personne n'a suffisamment de ressources pour tout faire, dit-il. Il faut constamment prendre des décisions sur les priorités, sur les risques à accepter. En écho, évidemment, à ce qui se passe à Koursk, de l'incursion ukrainienne en territoire russe, qui prend beaucoup de ressources à l'Ukraine, et de cette percée russe dans la région de Petrovsk, et des images que l'on vient de voir. Est-ce que d'abord c'est une analyse que vous partagez avec Ben Hodges? Oui, bien sûr, évidemment, l'avancée à Koursk va prendre beaucoup de ressources à l'Ukraine, mais ça va prendre encore beaucoup plus de ressources à la Russie pour récupérer le territoire. On parlait de, il me semble, 50 000, je parle sur votre contrôle, mon général, mais environ 50 000 soldats russes pour espérer pouvoir reprendre le territoire de Koursk. Pour le moment, ils n'ont pas encore choisi de faire cette contre-offensive, les Russes, mais ils devront le faire un jour ou l'autre s'ils veulent récupérer leur territoire. Et c'est à ce moment-là que, justement, ils devront peut-être dégarnir certains fronts pour pouvoir réattaquer sur Koursk. On ira voir Emma Barrier dans quelques instants pour voir en carte aussi où on est cette incursion, mais juste général sur justement ce commentaire de Ben Hodges, qui est, encore une fois, je le dis, une voix qui compte. Quand il s'exprime, on lit ce qu'il a à dire. Vous partagez le fait que finalement on ne peut pas mener 2 fronts en même temps? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même beaucoup de soldats engagés du côté ukrainien. En gros, théoriquement, au début, il y en avait en gros 1 million d'hommes quand même si aujourd'hui il y a eu des pertes, il y a des renouvellements en cours, mais c'est un front de 1000 km. Effectivement, il faut faire des choix. Mais quand on lit un petit peu les différents témoignages qu'on a sur le terrain, on voit quand même qu'il y a un effort environ 20 000 Ukrainiens qui seraient partis à la conquête de cette région. Ça ne veut pas dire qu'ils y soient aujourd'hui. Oui, à certains égards, certains contours restent flous. C'est plutôt flou. Bon, maintenant, on peut dire que c'est un succès tactique, sans aucun doute, qui avait sans doute une recherche stratégique. Je m'explique, tactiquement, les Russes ont été repoussés, le terrain a été occupé, les Ukrainiens tiennent. Ça, c'est le premier point. Maintenant, au niveau stratégique, c'était quoi l'objectif? Certainement, on ne le sait pas, mais a priori, ramener effectivement des troupes du front. Là, ça n'a pas été le cas. Le choix de Poutine, ça a été de dire
je fais autre chose. Ma priorité est à Pokrovsk, elle n'est pas à Koursk. Et de toute façon, à Koursk, il n'y a pas d'objectif stratégique. Il y a eu un choix fait par le Kremlin, très clairement, délibérément. Donc, moi, je me dis qu'en cas de négociation, s'il faut venir à parler, ça leur permet d'avoir une monnaie d'échange, les Ukrainiens. Parce que dans toutes les tentatives de négociation, les Russes proposaient des conditions qui étaient inacceptables pour les Ukrainiens. Et là, maintenant, les Ukrainiens, ils ont quelque chose qui appartient aux Russes et ils vont leur dire, voilà, soit on négocie d'égal à égal, soit cette zone de Koursk, peut-être que tu la reverras jamais. Et on verra dans quelques instants, justement, rester avec nous, un reportage exceptionnel de nos équipes avec ces prisonniers, justement, russes, détenus aujourd'hui par l'armée ukrainienne. Pardonnez-moi, reportage passionnant à suivre. Les lignes rouges qu'avaient fixées les Occidentaux, il est impossible d'envisager qu'effectivement les frontières de la Russie soient, entre guillemets, violées. On se rappelle des incursions, effectivement, des légionnaires russes avec de l'armement occidental. Il y a un peu plus d'un an, ça avait fait pousser des cris d'orfraie dans toutes les chancelleries occidentales. Et là, pour le coup, les Ukrainiens sont depuis maintenant 3 semaines sur le territoire russe et ça choque plus personne. Sauf qu'on reviendra un peu plus tard dans cette émission sur le fait que les alliés sur ce point, l'utilisation d'armes occidentales justement en territoire russe, ne sont pas tout à fait d'accord sur finalement la religion à adopter. Peut-être sur la profondeur du territoire russe, mais en tous les cas, on voit. Il y a des chars britanniques sur place, il y a des équipements il y a des équipements allemands, je crois, il y a probablement des équipements américains. Et pour le coup, qui aurait imaginé il y a un an que ça se passerait et que finalement déjà les Russes répliqueraient pas vraiment et que on aurait finalement des chancelleries occidentales qui disent pas grand-chose au final. Louis Duclos sur ce point. Sur ce point, les Ukrainiens, ils ont pris le droit en fait de se défendre. Alors au niveau du droit international, ils ont le droit à l'autodéfense. Ils sont agressés. La guerre de Poutine est illégale, donc ils ont le droit de se défendre. Après, il y a les Occidentaux qui mettent des restrictions sur l'utilisation des armes, notamment des armes qui peuvent frapper en profondeur le territoire russe. Évidemment que c'est compliqué pour les Occidentaux d'accepter cette situation parce qu'ils veulent toujours conserver, une relation un peu cordiale avec la Russie en espérant la fin de la guerre plus tard, etc. Mais je pense que ce qu'ont fait les Ukrainiens est juste excellent. Du point de vue tactique, du point de vue stratégique, du point de vue du moral des troupes. Faut savoir que l'Ukraine a du mal à faire ses mobilisations en ce moment. Il y a beaucoup d'hommes qui essayent de fuir le pays. Et donner des succès comme ça à l'armée, après 2 ans et demi de guerre, c'est long, les hommes sont fatigués, il y en a beaucoup qui sont meurtris. C'est un coup de poker. Donc qui vous était dites gagnant. opération stratégique et aussi de communication, d'envoyer des messages à sa population. Opération approuvée par un homme, pas des moindres, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui dit dans une interview chez nos confrères allemands Die Welt, nous n'étions pas au courant de cette incursion, mais l'OTAN l'approuve entièrement. Le secret était, entre guillemets, pas complet, parce qu'effectivement, tout le monde savait qu'il y avait des troupes à la frontière, mais personne n'avait probablement envisagé le fait que les Ukrainiens oseraient le faire. Et pour le coup, ils ont osé et il ne s'est rien passé derrière. Louis Duclos, le fait que Jens Stoltenberg donne un coup de tampon, finalement, approuve. Alors certes, vous le remarquez avec justesse, après presque un mois. Il s'est écoulé du temps. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout à ignorer ce type de déclaration. Non, ce n'est pas rien. Déjà, lui-même respecte le droit international. Donc l'Ukraine est dans son bon droit. Donc déjà, il y a ça à voir. Je pense que l'Ukraine, elle a beaucoup de frustration aujourd'hui parce qu'elle dispose d'armements qui peuvent frapper en profondeur la Russie, mais elle n'a pas le droit de les utiliser. Et cet armement russe qui est en Russie, les bombardiers stratégiques qui décollent, ils vont frapper des civils, ils vont frapper des innocents, et ils vont faire mal à l'Ukraine, notamment aussi sur les infrastructures énergétiques. Donc l'Ukraine est frappée et elle n'a pas le droit de se défendre là où elle le pourrait, alors qu'elle en a la capacité. Et je pense que ce coup de poker, qui du coup a été fait donc un peu dans le dos des Occidentaux, c'est à tous les niveaux, c'est contre la Russie, c'est face aux Occidentaux pour montrer que voilà, c'est notre guerre, c'est quand même à nous de défendre notre territoire, sans compter qu'en plus les Occidentaux sur les envois de matériel, de munitions, de chars, etc. On est à la ramasse, on rame. Zelensky a dit, il y a des équipements qui ont été promis, ça a mis 12 mois avant qu'ils arrivent. La livraison, la formation aussi, on y reviendra sans doute un peu plus tard, qui prennent du temps. On parle de Koursk, autre front. J'aimerais qu'on aborde une question cruciale aussi. On parlait des armes sous munitions. De la question de ces armes occidentales, finalement, utilisées en territoire russe. Sur ce sujet, les alliés continuent de se déchirer, ne sont pas tous d'accord sur, finalement, la religion, la philosophie à employer. Écoutez d'abord le ministre des Affaires étrangères italien, et on revient pour en discuter. Chaque pays est libre de décider comment il convient d'utiliser les armes envoyées en Ukraine.
Nous avons envoyé des armes défensives et nous devons envoyer une batterie de défense SAMP-T qui ne peut pas être utilisée sur le territoire russe. Nous le répétons, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. L'OTAN n'est pas non plus en guerre avec la Russie. L'Italie peut donc toujours utiliser ses armes sur le territoire ukrainien. Les autres pays décident de ce qu'ils veulent faire. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Tonalité tout à fait différente dans les mots du président de la République tchèque, interrogé il y a seulement quelques jours par Darius Rojban sur notre antenne. Écoutez. Encore une fois, je crois fermement que ceci est légitime. Si la Russie utilise ses armes depuis son territoire et tire sur l'Ukraine avec des missiles longue portée, comment les Ukrainiens peuvent-ils se défendre autrement? Sinon, comment pourraient-ils détruire ces batteries de missiles russes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière? Donc si les Ukrainiens utilisent de l'artillerie, des missiles ou des F-16, tout ceci est parfaitement légitime. C'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Louis Duclos, je vous vois réagir. Quant à finalement la philosophie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les alliés occidentaux, en livrant leurs armes, avaient quand même posé quelques limites, que ça ne soit pas escalatoire et notamment que ça ne tombe pas du côté russe. On n'est plus là-dedans. Oui, en fait, cette incertitude des Occidentaux, cette lâcheté, j'ai envie de dire, moi je la trouve assez consternante. On sait que si la Russie venait à gagner en Ukraine, et ben dans ce cas-là, elle serait considérablement renforcée et elle viendrait à menacer les pays de l'OTAN directement, que ce soit les pays baltes, que ce soit la Finlande, la Norvège. La Russie est dans une phase d'antagonisme total contre l'Occident. Ils ont d'ailleurs envoyé des drones au-dessus d'une centrale nucléaire allemande il n'y a pas longtemps. Il y a également au-dessus de la Norvège, il y a beaucoup de craintes contre du sabotage russe en Norvège. Voilà, moi je trouve ça incompréhensible en fait qu'on mette encore des limites à l'Ukraine. On leur dit allez-y, il faut que vous gagniez cette guerre parce que quelque part en fait vous vous battez pour nous, mais on va vous donner du matos, mais on va vous le donner avec vraiment beaucoup de petites lignes sur le contrat et vous ne pourrez pas l'utiliser comme vous voudrez. Et en attendant, les Ukrainiens meurent. Et voilà, moi je trouve une forme d'hypocrisie peut-être des alliés occidentaux, Ulrich Bouna. Ouais, une forme d'hypocrisie. Alors, en fait, je pense aussi que les Occidentaux projettent sur la Russie beaucoup de choses. Et effectivement, il y a énormément de craintes qui ont été projetées par les Occidentaux. Et on a vu que toutes ces lignes rouges, finalement, elles tombaient les unes après les autres. Oui, on ne pouvait pas utiliser des chars, on ne pouvait pas utiliser des équipements sur le territoire russe, etc. Après, en fait, il faut bien comprendre que comment dire, ces pays aussi, certains pays s'expriment aussi par rapport à leur situation politique interne. Lorsque Tajani il dit ça, en fait, il s'exprime pour les Italiens. Il y a un très fort pacifisme en Italie, une volonté de probablement pas s'aliéner les Russes, et donc effectivement, historiquement, ça parle aussi un peu à ça. Mais concrètement, quelles sont les conséquences? L'Italie ne s'oppose absolument pas à ce que font les autres alliés en Europe. Grosso modo, les Italiens fournissent pas énormément d'équipements militaires, surtout des équipements anti-aériens. Donc finalement, conséquences assez nulles, on va dire, sur la capacité de l'Ukraine à agir. C'est un peu pareil avec les Slovaques. Les Slovaques ont beau dire à peu près tout ce qu'ils veulent sur l'utilisation de l'armement ukrainien, fourni par les Slovaques aux Ukrainiens. Au final, les usines slovaques continuent à tourner à plein régime pour envoyer des munitions et envoyer des équipements militaires à l'Ukraine. Donc il faut quand même toujours prendre un peu de recul par rapport à ça. Ce que l'on constate, c'est un petit peu comme lorsque les Hongrois disent qu'il faut s'opposer aux sanctions contre la Russie. Au final, on arrive quand même à avoir des coalitions qui tiennent à peu près la route. L'OTAN s'exprime toujours d'une fois à peu près unique et unifié pour soutenir l'Ukraine. Pareil pour l'Union européenne. Donc effectivement, c'est lent. Il y a des divergences probablement entre les différents pays. Néanmoins, globalement, quand même, depuis 2 ans et demi, ça tient. Et c'est quand même déjà un exploit en soi que cette coalition un petit peu bizarre arrive à tenir, à soutenir l'Ukraine. Alors effectivement, ça a eu des conséquences. Ça prend du temps pour se mettre d'accord entre nous. Ça prend du temps pour donner effectivement ce qu'il faut à l'Ukraine. Et l'Ukraine en pâtit, aussi bien en perte d'hommes qu'en perte de civils, etc., perte d'infrastructures. Néanmoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je comprends ce débat autour de l'armement européen et de l'OTAN, autant que ukrainienne. Je déplore que l'Ukraine n'a pas suffisamment de production
intérieur, n'a pas suffisamment d'armement et puissance, parce que vous connaissez notre histoire. À l'époque, l'Ukraine était le 3e pays nucléairement fort qui a donné cette aide. Vous connaissez tout ça. On était fort. On avait à Kharkiv, il y a une usine de chars. Aujourd'hui, on reçoit les missiles souvent. De votre dépendance finalement désormais. Exactement. Donc ça, les traits internationaux aujourd'hui, à mon avis, ne fonctionnent pas. Donc la seule manière d'être fort et indépendant, c'est de se réarmer. Et être fort aussi militairement, ça veut dire que les gars doivent savoir, et les femmes, aujourd'hui, à mon avis, comment se battre. Vous savez qu'au Bruxelles, il y avait une réunion. Il y a un jour, et Joseph Borrell... Là où le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères italien a été interrogé. Absolument. Ça, à un moment, je comprends tout à fait les enjeux politiques à l'intérieur, mais il faut qu'on soit ensemble dans notre enjeu contre la guerre, contre la Russie. Parce que nous sommes déjà dans le même bateau, je dirais, sous un seul sous-marin, même si l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, sauf que Lavrov, le ministre étrangère en Russie, 3 fois de ma mémoire, a dit qu'on n'est pas en guerre contre l'Ukraine, la Russie est en guerre contre l'OTAN. 14h14 sur LCI. Presque 14h30 dans LCI Midi, week-end qui se poursuit. On pose cette question avec tous nos invités en plateau. Vladimir Poutine tente-t-il le diable en se rendant la semaine prochaine en Mongolie, qui reconnaît la Cour pénale internationale? On se pose la question ensemble. Louis Duclos, là-dessus, j'imagine que vous n'avez pas la réponse sur que va faire la CPI, on verra mardi prochain, mais c'est vrai que les lignes bougent. Déjà, que va faire la Mongolie? Moi, je suis convaincu que les Mongols ne vont pas arrêter Vladimir Poutine. Tout simplement, comme l'a dit Ulrich, il y a un rapport de force qui est très simple. La Mongolie, c'est un pays qui est immense, qui est enclavé entre la Russie et entre la Chine, donc déjà super au niveau des voisins. En plus, ils ont une très faible démocratie, alors que le pays est très très grand, donc pour le défendre, c'est très compliqué. Ils ont des forces armées qui sont un peu dérisoires. Il me semble que même dans les années 90, la Mongolie envisageait d'enlever son armée, juste de dissoudre son armée et de garantir sa sécurité grâce à ses talents diplomatiques avec ses voisins. S'ils venaient arrêter Vladimir Poutine, on peut très bien imaginer la Russie qui leur dirait maintenant vous le libérez ou on vient de libérer Manu Militari, et là ils n'auraient pas le choix et ce serait une crise de plus que personne ne souhaite. Vous semblez tous d'accord sur un point, c'est que il ne sera pas arrêté s'il se déplace bien mardi. Il y a cet appel du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui est dans ce rôle. Peut-il dire autre chose? Évidemment que non. Nous appelons les autorités mongoles à exécuter le mandat d'arrêt international obligatoire et à transférer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye. On est dans de la pure science-fiction selon vous? Oui, il est effectivement dans son rôle de dire ça. Après concrètement, ça ne va pas changer grand-chose. Mais puis je rappellerai quand même qu'il y a un précédent. Omar al-Béchir, lorsqu'il avait un mandat d'arrêt de la CPI contre lui, s'est rendu en Afrique du Sud, qui est signataire du traité de la CPI, et personne ne l'a arrêté. Donc il y a déjà eu des précédents où malheureusement, alors Omar al-Béchir a été arrêté par la suite, mais pour le coup, il y a déjà eu des précédents en fait où effectivement des gens qui étaient recherchés par la justice internationale se sont rendus dans des États qui étaient a priori chargés de les arrêter, et il ne s'est pas passé grand-chose malheureusement pour le droit international. Mais là où je vous rejoins complètement en général, c'est qu'effectivement la Russie, et pas que la Russie, la Chine, etc., ont une volonté de saper en fait l'ordre international et qui repose notamment sur le droit international. Et effectivement, ce genre de pied de nez, ça sert aussi justement à dire, regardez, ces standards imposés par les Occidentaux finalement ne servent pas à grand-chose, on peut marcher dessus. Ce que m'énerve, c'est la réaction des Russes et les propagandistes, comment ils vont agir en disant, regardez, ces démocrates, ils sont rien en fait, ils sont nuls, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, ça veut dire les Russes, on peut violer le droit international et on payera rien du tout. J'ai l'impression que nous sommes en face d'une falaise, qu'on essaie de bouger et on reçoit que les cailloux, les rochers qui tombent sur nos têtes. Oui, alors justement, propagandiste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on va écouter rapidement le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui évoquait justement et qui dit ne rien craindre finalement quant à une arrestation en Mongolie à l'occasion de ce déplacement. Écoutez-le rapidement. Non, il n'y a aucune inquiétude. Nous avons un excellent dialogue avec nos amis mongols. Bien entendu, tous les aspects de la visite ont été soigneusement préparés.
Absolument aucune inquiétude. Oui, on rit souvent des lignes rouges de la Russie en Ukraine, qui au final sont des lignes oranges, voire des lignes jaunes. Pour autant, je pense que l'arrestation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui est un des hommes les plus puissants du monde, là, je pense qu'on est sur une ligne rouge réelle. Ne pas toucher, vous franchissez ça, là, tout l'enfer va s'abattre sur vous. Donc c'est pour ça que je pense que, et en plus, sur un pays, la Mongolie, qui n'aurait pas la capacité de supporter une telle pression, voire un tel risque, je pense vraiment pas qu'il sera arrêté en Mongolie.